Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Les nourritures intellectuelles et d'autres plus terrestres ont fait le quotidien du géographe que vous êtes. Vous connaissez parfaitement une terre où tout ne tourne pas toujours rond et où il y a parfois à boire et à manger. Bonjour Jean-Robert Pitt. Bonjour. Alors, vous êtes géographe, vous êtes passionné de vin, on vous doit beaucoup de choses. On va en parler. Vous sortez un livre qui s'appelle Dardanus, chez Calman Levy, dont on vous parlait aussi. Vous avez un parcours incroyable et le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer ce parcours à travers des dates clés, si vous en êtes d'accord, bien entendu. Alors, on va y aller. Première date qui vous concerne, le 14 septembre 72. C'est votre première rentrée scolaire au lycée Chaptal, en tant que professeur. Ah oui, effectivement, et j'étais très jeune, j'avais juste 23 ans, je venais de passer l'agrégation que j'ai eu la chance d'obtenir du premier coup, ce qui fait que comme j'avais gardé un an d'avance dans mes études, je suis arrivé très jeune. Et j'étais donc ce qu'on appelle agrégé stagiaire, avec 2 classes en responsabilité. Alors il y avait une classe de 5e qui était merveilleuse. Je découvrais l'enseignement auprès de jeunes qui étaient vraiment comme des éponges, qui étaient prêts à tout entendre. Et puis une classe de seconde technique, qui était la classe la pire du lycée, m'avait-on dit, juste après, en disant on la donne en général aux stagiaires, c'est une sorte de bizutage. Voilà. Et donc j'ai souffert une année entière avec des gamins qui ne voulaient rien entendre, et la géographie leur passait très très largement au-dessus de la tête. Voilà. Il faut savoir que cette rentrée est spéciale car c'est la première fois que le jeudi n'est plus un jour de congé scolaire, mais le mercredi. Ouais. Ça a été décidé quelques mois plus tôt par Olivier Guichard. Et c'est pour ça que cette rentrée a lieu le jeudi et que les enfants n'ont plus classe le week-end pour la première fois. Bon, bah écoutez, j'avais oublié, oui, mais ça remonte, il y a prescription. Hein. Voilà. Alors, la géographie, justement, c'est votre passion depuis toujours, Jean-Robert Pitt. Oui, enfin, c'est devenu une passion à partir du moment où j'ai commencé mes études universitaires. Parce que moi, je voulais, depuis mon enfance, être cuisinier. Ça n'a pas pu se faire parce que j'étais porteur des espoirs de promotion sociale de ma famille. Donc, j'ai fait des études alors que personne n'en faisait dans ma famille. Et puis, après, j'ai bifurqué vers le tourisme, et c'est en lien avec ces professions du tourisme qui faisaient rêver, parce qu'on commençait à voyager, les voyages en avion étaient moins chers, etc., que j'ai commencé des études de géographie sans savoir très bien où ça allait me mener. En tout cas, j'avais aucune intention de devenir professeur, mais la géographie enseignée à l'université m'a passionné, ou du moins certains aspects de la géographie, les excursions de géographie dans les paysages avec des professeurs qui étaient merveilleux pour certains. Donc j'ai beaucoup aimé la géographie, et finalement j'ai été jusqu'au bout. Et l'année de ma maîtrise, le professeur qui dirigeait ma maîtrise, Jacqueline Beaujeu-Garnier, m'a dit « Tiens, pourquoi vous passeriez pas l'agrégation ?» Mais bon, j'étais très jeune et vraiment le métier de professeur ne me disait rien, ne me tentait pas du tout. Je l'ai fait quand même parce que je n'avais pas trop de projets. Je l'ai eu et voilà, je suis devenu professeur de géographie, et d'année en année, de plus en plus passionné par la géographie et par diverses branches de la géographie. Et vous êtes devenu géographe, Jean-Robert Pitt. Alors, je suis devenu géographe, je suis géographe et je le revendique et j'en suis fier, qui est une discipline qui n'a pas forcément le vent en poupe. Les Français n'ont pas une très bonne image. À la Société de géographie que je préside, nous venons de commander un sondage à l'IFOP qui a donné des résultats mitigés. Hein. Les jeunes Français n'aiment pas trop la géographie. Les gens de ma génération, on peut dire de notre génération, ont gardé en général de meilleurs souvenirs de la géographie qu'on leur a enseignée dans le secondaire, au lycée. Mais c'est une discipline qui a besoin de se reconstruire, qui a besoin d'être clair, qui a besoin de faire rêver, comme font encore rêver les historiens aujourd'hui. Oui, car souvent dans les lycées, il y a un professeur pour l'histoire et la géographie, Jean-Robert. Alors c'est le même, oui, depuis Jules Ferry, c'est le même. Il y a une agrégation d'histoire-géographie qui a vécu jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où, pour des raisons variées, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail ici, a été coupée en deux en 1942 et est devenue une agrégation d'histoire pour les garçons, une agrégation de géographie pour les garçons. Les filles ont gardé jusqu'en 70, je crois, une agrégation d'histoire-géographie. Mais en gros, le professeur du secondaire est toujours d'histoire et géographie, mais il a une spécialité, et malheureusement, le plus souvent, c'est l'histoire. Voilà. Et il y a dernièrement un professeur d'histoire-géographie qui a eu un défi lancé par ses élèves. Il est parvenu à atteindre les 100 000 abonnés sur TikTok, le réseau, en donnant des conseils pédagogiques à ses élèves.
Et ça a marché. Bah, Donc c'est peut-être la méthode de demain pour faire aimer Oui, l'histoire. sans doute. Enfin, en tout cas, on a besoin d'être dans une démarche de séduction et de se dire qu'est-ce qui peut intéresser nos contemporains. La géographie touche à beaucoup de points qui concernent la vie sur Terre, l'environnement, la géopolitique, l'économie, etc. On a énormément de choses à dire et à apprendre à nos contemporains. Il y a un petit déficit de communication et de pédagogie. Alors, des pays, Jean-Robert Pitt, vous en avez connu à travers votre famille, puisque vos racines sont normandes, alsaciennes, parisiennes, lyonnaises et hongroises. Voilà, je suis un pur produit du melting pot, du creuset de l'Europe. Donc je porte un nom normand, qui est le nom de ma grand-mère en fait, mais mon grand-père était hongrois, juif hongrois, et j'ai découvert cette partie de ma famille à l'adolescence, et je suis allé en Hongrie à ce moment-là, et voilà, et j'assume toutes ces branches. Je vais vous faire une confidence, si vous me permettez. Au moment du vote du référendum sur le traité de Maastricht, j'ai voté non. J'ai voté contre. Parce que je trouvais que l'Europe était trop technocratique et qu'elle tuait un peu ce qu'il y a d'intéressant dans l'identité nationale d'un pays comme la France. Et puis, peu de temps après, donc à la demande de ma famille, de mes proches, j'ai écrit un livre sur l'histoire de ma famille, qui s'appelle Une famille d'Europe, que Fayard a publié, et j'ai découvert tout ce que mes ancêtres ont souffert de ces divisions, de ces frontières au sein de l'Europe. Mes ancêtres alsaciens sont arrivés à Paris en 1871 à 17 ans parce qu'ils voulaient pas devenir allemand et qu'il voulait rester français. Il y avait eu le traité de Sedan. Mon grand-père hongrois a passé une partie de la guerre au ghetto de Budapest. Il s'en est sorti miraculeusement, mais il est mort juste après. Ma grand-mère normande, d'une famille pauvre de paysans, a vécu une vie très, très compliquée. Et tout ça, je me suis dit, mais finalement, s'il y avait eu l'Europe plus tôt, par exemple au temps de Napoléon ou de Louis XIV, où ça aurait pu se faire, peut-être que les choses auraient été mieux en Europe et on serait plus prospère et on n'aurait pas vécu ces frontières, ces guerres effroyables dont ma famille a beaucoup souffert. Donc depuis, je suis devenu un fervent européen. Et votre grand-père, je crois, a été anobli sur François-Joseph. Alors ça, c'était mon arrière-grand-père qui était fils d'une famille de petits commerçants de la Puszta hongroise, très croyant, très pratiquant, juif pratiquant, et qui est devenu professeur de mathématiques, académicien à Budapest, et qui a bénéficié donc disons, de la reconnaissance de la part des Habsbourg, qui étaient profondément catholiques, mais qui savaient et pensaient qu'ils avaient besoin des Juifs, ne serait-ce que pour faire fonctionner l'économie, le commerce, la vie intellectuelle, le droit, etc. Et il y a quelqu'un aussi qui doit beaucoup à votre famille, c'est Albert Einstein. Alors, bon, c'était un collègue, ils n'étaient pas amis, mais un collègue de mon arrière-grand-père. Et effectivement, mon arrière-grand-père était, alors que moi je ne sais pas compter, j'ai toujours eu 2/20 en mathématiques, mais lui était une sorte de génie des mathématiques qui a écrit beaucoup d'ouvrages en hongrois. Et donc, il a travaillé aussi avec Einstein. Einstein, d'ailleurs, on le sait peu, mais la passion pour les mystères du monde et la physique, c'est né enfant quand il a découvert la boussole. Il voulait savoir comment ça marchait, et c'est comme ça qu'il a découvert sa passion pour le monde. Et il n'avait aucun sens d'orientation, il n'a jamais passé son permis de conduire, Einstein. Non, je pense qu'il valait mieux qu'il ne conduise pas, non? Parce que peut-être, oui. surtout s'il avait tiré la langue aux policiers. Oui, exactement. Alors, il y a aussi le généalogiste qui a fait ses recherches et le géographe. Et vous avez toujours dit, Jean-Robert Pitt, que les frontières de 1918 ont été très mal tracées. Ah bah, bon, je ne suis pas un spécialiste de cette période, mais ce que j'en ai lu, et en particulier autour de la recherche sur l'histoire de ma famille, c'est que ça a été un drame absolu. Cet arrière-grand-père dont je parle, qui s'appelait Mór Réti, Rothbaum avant qu'il ne change de nom pour devenir Réti en hongrois, avait épousé une dame d'une bonne famille juive de Transylvanie, de la ville de Kolozsvár, et qui est morte en couche vers 1880 et a été enterrée là-bas. Et lui a été professeur à Kolozsvár, puis ensuite à Budapest, et adorait revenir dans sa région d'origine. Et parce que la France détestait l'Empire austro-hongrois, comme l'Empire ottoman d'ailleurs, on a cassé non seulement l'Empire austro-hongrois, mais on a donné la Transylvanie, qui était peuplée majoritairement de Hongrois, à la Roumanie. Et ma famille a souffert de ça. Alors moi, je ne l'ai pas vécu directement, mais j'en ai entendu parler, et surtout j'ai lu, et je vois ce que ça représente comme drame. Quant à l'Empire ottoman, qui était l'homme malade, comme on l'a dit, de l'Europe, mais qu'on aurait pu réformer. Surtout, ayant gagné la guerre, les Européens, les Français avaient tout pouvoir. Mais par haine
de tout ce qui pouvait apparaître comme impérial. On a cassé l'Empire ottoman et on voit le résultat aujourd'hui qui n'est pas très 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 brillant. Alors vous avez été aussi dans un pays lointain comme professeur, c'est la Mauritanie, Jean-Robert. Alors oui, quand il y avait encore le service national quand j'étais jeune, et donc on pouvait faire ou son service national dans l'armée ou en coopération. Donc comme j'étais agrégé de géographie et professeur déjà, donc en 1972, j'ai été affecté pour 2 ans à l'École normale supérieure de Nouakchott, où j'ai vécu une expérience assez extraordinaire, dans des conditions un peu difficiles, parce que le climat n'est pas facile, parce que le pays n'est pas confortable, mais les gens sont merveilleux. Et donc j'ai passé 2 ans, surtout alors moi j'avais 24 ans quand je suis parti, de 2 ans formidables où j'ai appris énormément. Et donc ça a été ma phase d'ouverture sur le monde. J'ai vécu dans un pays musulman, j'ai enseigné l'histoire de l'islam à des élèves qui étaient tous musulmans. J'ai eu pendant 2 ans, 2 heures par jour, les mêmes élèves, 17 élèves que j'ai conservés pendant 2 ans à 2 heures par jour. Ça a créé quelques liens. Tous venaient de familles nomades ou sédentaires, mais de familles mauritaniennes traditionnelles, avec un amour de la langue française formidable. Évidemment, un certain nombre de tics politiques, idéologiques qui tenaient à l'histoire post-coloniale et dont j'essayais de les guérir, avec un peu de succès parfois, pas toujours, hein, mais j'ai passé 2 années formidables qui m'ont ouvert sur le monde, incontestablement. Alors Nouakchott, c'est connu de 2 écrivains, Antoine de Saint-Exupéry qui s'est posé de temps en temps, qui dit c'est un petit poste de Mauritanie aussi isolé de toute vie qu'un îlot perdu en mer, et Joseph Kessel qui a écrit c'est le pire endroit de la côte. Oui, mais il y a un troisième auteur qui a beaucoup écrit, qui n'est pas franchement littéraire, mais qui est bien connu des Français, qui est Théodore Monod, oui, et qui, lui, a adoré la Mauritanie, qu'il a fréquenté des années 20. Moi, j'ai bourlingué dans le désert avec lui encore en 1973. Il y est retourné jusqu'à 92 ou 93 ans passés. Et c'est un pays merveilleux parce que tous ces pays nomades pauvres, et j'ai retrouvé la même chose ensuite dans la péninsule arabique à Abu Dhabi, qui n'étaient pas pauvres, mais qui avaient encore cette mentalité. Ce sont des gens qui sont incroyablement à l'écoute, attentifs à l'autre et désireux. Alors, ils ont un amour de la discussion, du bavardage intelligent. Mais moi, ça m'a beaucoup, beaucoup appris. On va nous aussi rester à l'écoute de votre parcours avec une autre date, le 18 novembre 2006. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Robert Pitt. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité Jean-Robert Pitt. On parlera tout à l'heure de Dardanus, ce roman que vous publiez chez Calman Levy. On parle de votre carrière de géographe, d'enseignant, car vous avez fait beaucoup de choses. Et le 18 novembre 2006, vous inaugurez une antenne de la Sorbonne à Abu Dhabi dans le Golfe Persique. C'est quand même assez étonnant. Oui, c'est une aventure qui m'est tombée, si je puis dire, sur le rable sans me prévenir. C'était mon 2e lien avec un pays musulman et un pays musulman de tradition nomade et avec une grande franchise d'expression de la part de ces gens-là. Il se trouve que j'étais président de l'université Paris-Sorbonne à ce moment-là, depuis 2003, et quelques mois, un an auparavant, je reçois à la Sorbonne Madame Suzanne Moubarak, qui avait manifesté le désir de donner une conférence sur la promotion de la femme en Égypte, etc. Donc je reçois Madame Moubarak, et il y avait la terre entière qui était là, tous les ambassadeurs des pays arabes étaient là, il y avait beaucoup de monde à la Sorbonne, il faisait une chaleur effroyable, et quelqu'un me dit, un lobbyiste, « Ah tiens, c'est intéressant, la Sorbonne, vous ne voudriez pas ouvrir une antenne de la Sorbonne au Proche-Orient ?» Je dis pourquoi pas, moi je suis assez ouvert à ce genre de folie. Et donc quelques semaines plus tard, j'ai pris contact, ce monsieur, avec les Émirats Arabes Unis. Ça les intéresserait beaucoup d'avoir la Sorbonne. À l'époque, on ne parlait pas encore du Louvre, ni de la base militaire qui a été installée, mais c'était quand même dans l'air. Il se trouve que Jacques Chirac avait de très bonnes relations avec le Cheikh Zayed, qui était le fondateur des Émirats Arabes Unis. Et donc je me vois embarqué pour un voyage d'études à Abu Dhabi, où j'ai visité toutes les universités, rencontré le prince héritier, rencontré plein de gens, des ministres, et ils me disent la Sorbonne nous intéresserait. Et donc en quelques mois, on a monté ce projet. J'ai eu la chance d'être soutenu dans cette initiative par le ministre de l'Éducation nationale français merveilleux de l'époque, qui était Gilles de Robien.
d'être soutenu bien sûr par tout le gouvernement. Et au bout de quelques mois, on a monté ce dossier et on a ouvert une petite antenne provisoire. Et puis maintenant, c'est un grand bâtiment, une grande université, Paris-Sorbonne Abu Dhabi, où on enseigne en langue française, dans le respect de la laïcité, de la mixité, avec les mêmes programmes qu'à la Sorbonne, et avec une totale liberté d'expression et en langue française. Alors, Abu Dhabi, ça signifie père de la gazelle. Et il paraît que ce serait un chasseur qui chassait la gazelle qui aurait reçu ce surnom et que le nom de la ville viendrait de là. Oui, c'est bien possible. Enfin, il n'y a plus beaucoup de gazelles à Abu Dhabi, il y a beaucoup de béton, Oui. surtout. Mais le désert reste merveilleux. Et la discipline est importante à cette université. On rigole pas avec la discipline dans ces pays-là. Quand on grille un feu rouge, on a une amende d'environ 3 000 €. Et si on grille une deuxième fois, on va en prison directement. Oui, ce qui me paraît bien, oui. Oui, c'est pas si mal que ça. Alors, vous avez donc ouvert cette Sorbonne parce que finalement, votre carrière d'enseignant a évolué. Vous êtes rentré à l'université Paris 4, à la Sorbonne, comme professeur, comme maître enseignant. Puis un jour, vous avez pris la vice-présidence et la présidence. Oui, moi, je me suis toujours, depuis très tôt, intéressé à l'administration. J'ai toujours aimé ça. Et à monter des projets, pas uniquement d'être un chercheur et un enseignant. Donc, en 1981, par exemple, j'avais créé l'université Interage à la Sorbonne. J'étais jeune maître de conférence, et qui est l'université du troisième âge, si vous voulez, mais qui a eu très vite un très grand succès, puisque on a eu 17 000 inscrits, et c'est devenu la principale ressource propre de l'université, et en même temps, un moyen de rayonner auprès d'un large public qui, en général, est cultivé, mais n'a pas accès aux cours universitaires. Oui, donc et même le bac, d'ailleurs, on a découvert qu'en 2015, il y a un candidat du bac qui avait 93 ans qui s'est présenté, qui l'a passé. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Il n'y a pas de limite, hein. Il n'y a pas de limite. Mais donc, j'ai toujours aimé faire l'administration. Donc, je suis devenu directeur de mon institut, de mon UFR de géographie, de l'Institut d'urbanisme, puis vice-président. Et en 2003, j'ai été élu président, un peu de haute lutte, parce que les élections universitaires ne sont jamais simples. Mais voilà, je suis devenu président et j'ai essayé de faire bouger les lignes sur un certain nombre de sujets, en particulier sur un sujet qui me tient très à cœur toujours, c'est la professionnalisation, parce que j'ai présidé une université littéraire dans laquelle, en général, les enseignants ne s'intéressent pas aux débouchés professionnels de leurs étudiants, ce qui est un scandale absolu. Je pense qu'on doit faire des études non pas pour avoir un diplôme, mais pour trouver un emploi intéressant à la sortie, correspondant à ses capacités, correspondant à ses goûts et, bien entendu, correspondant au marché de l'emploi. Et ça ne s'est pas arrangé depuis, Jean-Robert Pitt. C'est aggravé de pire en pire. Alors, c'est la raison pour laquelle, si vous permettez, l'année où j'ai ouvert Abu Dhabi, c'était aussi l'année de la grande révolution contre le contrat première embauche qu'avait imaginé Dominique de Villepin. Et je connaissais personne au gouvernement, mais je trouvais que c'était une bonne idée de mettre le pied à l'étrier des étudiants pour qu'ils découvrent la vie professionnelle le plus tôt possible pour, enfin, pouvoir s'insérer après leur diplôme. Donc j'ai été le seul président d'université à défendre ce projet, ce qui m'a valu évidemment énormément d'ennemis dans les syndicats, et ce qui m'a valu en 2008 de ne pas être réélu président de mon université, ce que je ne regrette pas du tout, parce que je préfère avoir été fidèle à mes convictions que de m'être tu pour garder un poste. Voilà. Et Jean-Robert Pitt, vous avez dit aussi un jour, et ça a fait beaucoup de bruit aussi, que les étudiants étaient trop gâtés. Évidemment, les étudiants sont trop gâtés parce que les étudiants des universités, c'est pas vrai dans les grandes écoles, dans les classes préparatoires, etc., mais dans les universités où il n'y a pas de sélection à l'entrée, où il n'y a pas de droit d'inscription, et en général où il est assez facile d'obtenir ces diplômes, c'est un scandale. C'est un scandale qui fait le plus grand mal. Ils sont trop gâtés, mais ça leur fait beaucoup de mal. Comme d'ailleurs tous les enfants gâtés. Les enfants gâtés, en fait, ne sont pas heureux. Mais, et ça, malheureusement, malgré votre intervention, il n'y a rien à faire aujourd'hui. Non, je pense sincèrement que c'est pire parce que un certain nombre de mes collègues partageaient mes convictions. On était déjà minoritaire, mais j'étais pas tout seul. Tandis qu'aujourd'hui, dire ce que je dis, dire par exemple que le baccalauréat, heureusement, la Covid a eu raison du baccalauréat, tant mieux, mais dire que le baccalauréat ne sert à rien et qu'il est nuisible pour les jeunes, ça ne m'a pas fait que des amis. Voilà, alors, même si certains ministres m'ont dit en privé, vous avez 1000 fois raison, mais je dirais le contraire en public si vous êtes devant moi, parce que je suis ministre. C'est assez fou, ça. Finalement, vous avez un franc-parler auquel vous n'avez jamais renoncé, Jean-Robert Pitt. Non, ça date de 68, parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je suis un peu un produit de la méritocratie. Hein. Mes parents n'avaient pas fait d'études, mes frères non plus. Dans ma famille, personne n'avait passé le baccalauréat. Et donc, quand j'ai vu mes copains de fac en 68 casser leurs jouets
sur les barricades, ça ne m'a pas plu. Et donc, ça a été une sorte de révélation pour moi. J'ai dit, je ne cède pas à la mode. Voilà. Il y a quand même une réforme de la Sorbonne que vous avez réussi, c'est faire venir ce chanteur un soir. Toi qui parles maintenant disparu. Hervé Villard à la Sorbonne est venu en 2005 et c'était une première d'avoir un chanteur, même pour dire des poètes, à la Sorbonne, Jean-Robert Oui, Pie. oui, oui. Alors, c'est pas moi personnellement qui l'avais fait venir, c'était un groupe culturel d'étudiants, mais j'étais très content que ça se passe comme ça parce que nous sommes ouverts à toutes les réalités culturelles à condition de conserver un certain niveau de qualité. Alors, ce qui est étonnant aussi dans votre parcours, Jean-Robert Pie, c'est que d'après mes comptes, vous avez enseigné dans plus de 30 pays. Oui. Ah oui, j'ai eu la chance en tant que géographe, et puis parce que j'ai participé à beaucoup de congrès internationaux, d'être invité à enseigner dans plein de pays, et avec beaucoup d'expériences intéressantes, comme la Nouvelle-Zélande en 91. Et puis, en 1978, j'ai épousé une dame japonaise, qui est toujours mon épouse, et ce qui fait que j'ai beaucoup fréquenté, alors pour des raisons familiales au début, le Japon, mais que j'ai participé à beaucoup de rencontres universitaires au Japon et que j'ai été invité. J'ai terminé ma carrière universitaire en étant professeur à l'université de Hokkaido, au nord du Japon. Voilà, qui est à Sapporo, où il y a eu les Jeux Olympiques de 72. C'est ça. Et il y a eu une nouveauté dans ces Jeux Olympiques. Pour reposer les sportifs, on a testé des bains de boue avec un mélange de bois et de boue à 60 degrés, que ça a reposé les sportifs. Oui, au Japon, moi je suis pas un grand amateur d'eau, ni de piscine, ni de bain de mer, mais j'avoue qu'au Japon, ce qu'on appelle onsen, les bains chauds dans les eaux thermales, c'est une merveille absolue, en particulier quand vous les avez dans des hôtels à l'extérieur, ce qu'on appelle l'hôtel buro, c'est-à-dire des bains extérieurs où vous avez la beauté du paysage, les odeurs de l'environnement, des arbres, des fleurs s'il y en a, et vous êtes dans une eau merveilleusement relaxante. Voilà. Et en même temps, vous enseignez en français, en anglais, en japonais, en plusieurs langues. Alors en japonais, non, je me débrouille au restaurant en japonais, c'est déjà bien. Non, j'enseigne en français et en anglais. Je baragouine l'espagnol que j'avais appris au lycée, et je suis allé un jour faire des conférences en Argentine, ça devait être traduit. Et puis comme pour faire plaisir aux collègues, j'ai essayé de baragouiner l'espagnol. Moi, non, vous pouvez parler en espagnol. Et en fait, j'ai fait rigoler tout le monde parce que je ne me suis pas entretenu en espagnol, mais pour mes travaux de recherche, j'ai travaillé beaucoup en Italie quand je faisais ma thèse sur le châtaignier, et j'ai appris l'italien baragouiné aussi. Mais donc mon espagnol, c'était moitié espagnol, moitié italien. Mais comme les Argentins sont pour beaucoup d'origine italienne, tout le monde s'est beaucoup amusé à entendre un pidgin espagnol, italien. Alors pour votre information, les Japonais adorent la France, notamment le chocolat français. Et aujourd'hui, il y a des Japonais qui ont des enseignes françaises, comme le Palais d'Or et autre chose. Ouais, bien sûr. Et je sais que le chocolat, ça vous tient à cœur. On va en parler, et d'autres produits de la nature et de la terre. On va en parler à travers une autre date, le 12 décembre 1993. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Robert Pie. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean-Robert Pitt. Ce livre d'Ardanus chez Calman Levy, on va en parler tout à l'heure. On a parlé du géographe, du président d'université, mais il y a aussi une autre passion qui est importante pour vous, et on va l'évoquer à travers une date, le 12 décembre 1993. C'est votre première télé. Vous présentez l'Atlas de Paris, l'ouvrage le plus complet sur l'histoire de la capitale, et vous racontez, vous flânez dans Paris en évoquant le marché aux huîtres de la rue Montorgueil. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui. C'est votre première télé. Oui, peut-être j'avais fait quelques émissions. J'ai fait un livre en 83 qui s'appelait Histoire du paysage français, mais là, cet Atlas de Paris a eu un certain succès. Et c'est vrai que c'était surtout une télé qui n'était pas en studio, mais c'était sur le terrain. Et moi, j'aime beaucoup ça. C'est-à-dire me promener. J'adore les émissions, vous savez, de tourisme gastronomique où un journaliste se promène, mange chez les gens, mange sur les marchés. Ça me plaît énormément parce que c'est toujours ma vocation, rentrer le cuisinier. Alors justement, l'Atlas de Paris, c'est un ouvrage qui n'avait jamais été fait, qui racontait la capitale dans sa longévité. Il y avait la Seine où on venait pêcher il y a 15 000 ans. C'est ça. Alors j'ai eu la chance pour cet ouvrage. D'abord, j'avais un très bon éditeur. J'avais une série de collègues qui m'ont aidé en spécialité. Je pense à Michel Fleury pour l'Antiquité et la période gauloise et romaine de Paris. C'était un homme merveilleux qui était président de la commission du Vieux Paris. Et on a pu à la fois faire des cartes originales et lisibles et bien faites, et en même temps avoir des reconstitutions de paysages
Maintenant, ça se fait beaucoup plus fréquemment, mais à l'époque, il y a presque 30 ans, c'était tout à fait une nouveauté. Maintenant, par exemple, pour l'époque romaine, vous avez un dessinateur qui s'appelle Golvin, qui fait des reconstitutions des villes gallo-romaines formidables, mais à l'époque, c'était une rareté. Voilà. Alors, vous évoquez le marché aux huîtres de la rue Montorgueil. Il faut savoir que si on dit qu'on ne mange pas d'huîtres les mois en air, c'est une tradition, ça remonte à un édit royal de 1759 qui interdisait la pêche, le colportage et la vente d'huîtres entre le 1er avril et le 31 octobre. Oui, à Paris, parce qu'en À réalité, Paris. on a toujours mangé des huîtres au bord de la mer, et encore aujourd'hui, vous mangez des huîtres à Cancale ou à Sète en plein été. Mais compte tenu des conditions de transport de l'époque, il valait mieux ne pas manger d'huîtres pendant l'été. Les Romains mangeaient des huîtres, mais à l'intérieur des terres, dans les mois en air aussi, c'est-à-dire les mois frais. Alors, dans vos cours, Jean-Robert Pitt, il y a la géographie, mais finalement, l'histoire de la gastronomie et du vin est devenue une de vos spécialités. Enfin, la géographie de la gastronomie, mais qui est inséparable de l'histoire de la gastronomie. Bien sûr. Si vous voulez, j'ai travaillé tout au début, pendant les premières années de ma carrière, sur le paysage. Et j'ai fait une thèse d'État qui m'a demandé 10 ans de travail sur l'histoire du châtaignier en Europe et de la présence du châtaignier en Europe, la géographie du châtaignier. Donc j'ai fait beaucoup d'histoire à cette occasion. En même temps, j'ai publié un livre sur l'histoire du paysage français. Donc je dirais que jusqu'en 1986, j'ai travaillé sur le paysage. Mais je m'intéressais toujours quand même à l'alimentation, mais pour moi, et au vin. Et puis, je suis devenu professeur à ce moment-là, à la Sorbonne. J'étais maître de conférence, je suis devenu professeur. Et on se présente devant un jury, même si on est connu du jury, puisque j'étais dans ma maison. Et j'explique mes projets de recherche. Et je dis, j'aimerais travailler sur la gastronomie, qui est une vieille passion pour moi. Et maintenant que j'ai fait ma thèse d'État, je vais faire ça. Et donc, je me souviens de maîtres qui étaient des amis en même temps, mais qui là jouaient leur rôle de membres du jury. Mais c'est pas sérieux. Vous avez la chance de pouvoir aller au Japon. Vous devez écrire sur le Japon. On ne sait pas assez de choses. Je dis, mais je ferai sur le Japon ce que je pourrais, mais j'ai envie de travailler sur la gastronomie. Donc, j'ai été élu professeur. Et bien sûr, c'est ce que j'ai fait immédiatement. J'ai organisé un colloque sur l'histoire et la géographie des restaurants. Et j'ai publié en 91 un livre qui s'appelle Gastronomie française, qui est un livre de géographie, même si c'est historique, dans lequel j'explique pourquoi les Français, j'essaye d'expliquer, pourquoi les Français s'intéressent tant au contenu de leur verre et de leur assiette, à la gastronomie. Oui, et en même temps, c'est un sujet d'actualité aujourd'hui parce que vous avez toujours dit que la qualité de la production alimentaire permet de créer de beaux paysages. C'est vraiment, de nos jours, on y pense beaucoup et on fait attention. Songez au paysage créé par la production de fromages d'appellation contrôlée, le Beaufortin, le Haut-Jura où on fait le comté, le bocage normand où on fait le camembert, songez aux Causses où on produit le Roquefort, mais c'est vrai aussi pour d'autres produits, la Bresse avec ses volailles. Les produits de qualité, en particulier d'appellation contrôlée, engendrent de beaux paysages. Alors, on vous doit aussi un combat auquel personne ne croyait et que vous avez gagné. C'est l'inscription du repas gastronomique des Français sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à l'UNESCO. Alors, qu'est-ce que c'est et comment est née cette Alors idée ? ça, c'est une longue aventure, mais qui est dans le prolongement de ce que je vous disais. Donc, j'ai été un des premiers géographes. Alors, sur le vin, il y avait eu beaucoup de géographes qui avaient déjà travaillé. Sur la gastronomie, personne. Donc, moi, je me suis intéressé au vin et depuis longtemps, j'avais fait ma maîtrise sur les vins du Bugey dans le département de l'Ain. Donc, je me suis toujours intéressé à la géographie du vin et en particulier l'origine des vins de qualité. Mais la gastronomie, bon, je vous l'ai dit, m'intéresse depuis mon enfance, le bien manger et le bien boire. Et donc, avec un certain nombre d'amis historiens, sociologues, économistes de disciplines où l'intérêt pour la gastronomie a peut-être été plus précoce, en tout cas en histoire et en sociologie. Dans les années, début des années 2000, nous nous sommes dit, la France a signé la convention UNESCO pour le patrimoine immatériel. Elle date de 2006, cette convention, qui a été imaginée par un directeur de l'UNESCO japonais, M. Matsuura, et patrimoine immatériel, parce que le patrimoine naturel et culturel existait depuis longtemps. Et donc, nous nous sommes dit, on va essayer de faire classer la gastronomie française, non pas par gloriole, non pas pour dire, regardez comme nous sommes beaux, comme nous sommes grands, comme nous sommes les meilleurs, mais pour attirer l'attention des Français sur le contenu de leur assiette et leur dire « Reprenez le chemin de vos marchés, reprenez le chemin des terroirs, reprenez le chemin de vos cuisines, de vos casseroles, invitez vos amis, faites bien à manger pour vous-même, pour votre famille, parce que vous serez plus heureux, vous vivrez mieux. » Et donc, on s'est dit « Ça va servir à ça, si on réussit. » Évidemment, personne ne voulait nous suivre. À l'UNESCO, refus absolu au départ. Les ministères culture, agriculture s'en fichaient complètement. Et
la surprise, c'est que nous avons eu le soutien d'un président de la République improbable, qui normalement ne s'intéresse pas tellement au contenu de son assiette, c'est Nicolas Sarkozy, qui mange du Nutella et boit du Coca-Cola, Ouais. mais qui a compris que politiquement, essayer de trouver un moyen de réunir les Français en dehors de toute question de politique politicienne, c'était utile. Et donc, on a été très soutenu par l'Élysée. Il y a eu 3 ans, même 4 ans de travail. Et en 2010, l'UNESCO a inscrit, alors non pas la gastronomie française, mais le rituel que représente le repas gastronomique des Français sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. Donc, de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire que ça va depuis la production des produits de qualité jusqu'à la consommation. Oui, Et au partage et au discours. et des produits de toute région, provençale, Ah normand. bah bien sûr, oui, oui, il y a une déclinaison provinciale. Il n'y a pas de cuisine française, a priori. Il y a des cuisines provinciales. Et puis, il y a une cuisine parisienne qui est une haute cuisine héritée de la cour de Versailles, qui existe de moins en moins parce que chaque chef veut être un créateur et malheureusement, parfois, un certain nombre de grands chefs très connus veulent nier ou négliger le terroir. Et ils ont tort. Alors, il y a un classement maintenant qui a été établi de 35 plats typiquement français à essayer absolument. Et dans le top 4, j'ai remarqué le foie gras, le cassoulet, le poulet basquez et les escargots. Comme plat préféré des Français. Comme le top 4 des plats à essayer. À essayer. Non, mais ça fait partie des plats préférés des Français. Vous pouvez ajouter un plat qui peut apparaître curieux dans cette liste, c'est le couscous, Oui. qui est très, très apprécié des Français. Et ça, c'est le résultat de notre histoire coloniale, dont il n'y a pas de raison de ne pas être fier. Et bien sûr, du retour en métropole en 1962 d'1 million de pieds noirs, plus l'immigration venue d'Afrique du Nord, ce qui fait que le couscous est devenu un plat national. Voilà. Alors, donc, vous avez réussi cette opération Jean-Robert Pic, qui est une chose importante parce que c'est une valeur symbolique. Et ça a ajouté à votre gloire parce que finalement, vous avez été le premier président d'honneur de l'école consacrée à la gastronomie, à l'hôtellerie et au luxe au château de Ferrières chez les Rothschild. Alors, c'est pas les Rothschild qui l'ont créé. Les Non. Rothschild avaient donné le château de Ferrières, c'était Guy de Rothschild, à l'éducation nationale, au rectorat de Paris. Et pendant 30 ans, pratiquement, le rectorat de Paris n'en a rien fait. Et donc, est arrivé un moment où le maire de la ville de Ferrières s'est dit « C'est dommage de laisser ce château tomber en ruine sans qu'il ne serve à quoi que ce soit ». Qui a donc négocié avec les Rothschild qui ont repris le château au rectorat, et le rectorat était bien content de s'en débarrasser, et qui a passé un contrat avec un investisseur franco-libanais qui a créé une école de gastronomie et de tourisme et d'hôtellerie dans le château de Ferrières et avec des bâtiments récents qui ont été construits aux environs. Mais c'est un moyen de faire vivre ce château qui a été un des très hauts lieux à la fin du 19e et au début du 20e siècle du luxe et de la gastronomie à Paris. Et il y a une scène d'un film célèbre, Papy fait la résistance. La scène finale est tournée au château de Ah oui, Ferrières. oui, il y a eu beaucoup. C'était un des moyens pour le rectorat d'avoir quelques rentrées d'argent. Il le prêtait pour tourner des films. Le parc est absolument merveilleux. Alors, ce qui est fascinant avec vous, Jean-Robert Pitt, c'est les titres que vous avez accumulés, les présidences, les décorations, les titres de Dr Honoris Causa. C'est-à-dire, c'est hallucinant. Oui, bah écoutez, Il y en a une vingtaine. Ça pleut un tout petit peu, oui, de Oui. temps en temps, mais je les accepte, je n'en tire pas gloire, mais je n'en ai pas honte non plus. Non, et puis vous êtes immortel puisque vous avez été élu le 3 mars 2008 à l'Académie des sciences morales et politiques. Ça aussi, c'est une Oui, alors consécration. il y avait eu des géographes dans le passé. J'ai succédé à un géographe qui était mort un peu avant, Pierre Georges. Mais je suis toujours sur 50 membres de l'Académie des sciences morales et politiques. Je suis toujours le seul géographe. J'appartiens à la section dite histoire et géographie, où je suis l'alouette du pâté, puisqu'il y a 7 historiens et un géographe. Et quand vous n'avez pas assez de choses à faire, vous êtes devenu secrétaire perpétuel. Bah oui, ça m'est tombé sur le rable aussi, et j'ai accepté cette c'est une sorte de présidence, mais qui n'est pas perpétuelle. En réalité, ça dure 6 ans. Oui. Donc j'ai 4 ans, j'ai fait déjà 4 ans et demi de mon mandat en essayant de réformer un peu cette vénérable institution. Et vous faites partie de ceux pour qui les 35 heures par semaine sont tellement bonnes que vous les faites 3 ou 4 fois. Voilà. Robert Pitt. C'est une passion. Oui, enfin, je fais les choses qui m'intéressent et qui me passionnent. Sans doute, j'en fais un peu trop, et en tout cas, ça m'est un peu reproché dans mon entourage familial, vous pouvez l'imaginer, parce que se lever tôt et se coucher tard, etc., ne considérer qu'il n'y a pas de différence entre la semaine et le week-end, entre la période de travail et les vacances, voilà, c'est un peu pesant pour l'entourage. Mais c'est comme ça. Enfin, j'essaye de me soigner. J'essaye de me soigner. Oui, bah vous soignez mal puisque vous venez de sortir un livre d'Ardanus dont on va parler dans quelques instants à travers une autre date, le 12 mai 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Robert Pitt.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean-Robert Pitt. Donc on a parlé du géographe, de l'amoureux des vins et de la nourriture, de tout ce que vous avez fait comme présidence. Et le 12 mai 2021 est sorti chez Calman Levy un roman qui n'a rien à voir, sur quelqu'un qui s'appelle Dardanus, qu'on a un peu oublié, que les historiens connaissent bien et qui vous passionne, Jean-Robert Pitt. Qu'on a complètement oublié et que les historiens connaissent mal parce qu'on a très peu. C'est un personnage qui a existé à cheval sur le 4e et le 5e siècle après Jésus-Christ, mais qui en fait était un grand préfet du prétoire des Gaules et qui a vécu donc à la fin de l'Empire romain et qui s'est converti à la fin de sa vie sous l'influence, je dirais, de la pensée augustinienne. Le vrai grand témoignage qu'on ait de lui, c'est dans les Alpes de Haute-Provence, au-dessus de Sisteron, dans un village qui s'appelle Saint-Geniès-de-Dromont, une immense falaise qui a été taillée à l'époque romaine et où il a fait graver une très grande inscription où il raconte son expérience. À la fin de sa vie, il se retire de toutes les affaires et il se retire dans la montagne à 1000 mètres d'altitude, et il crée Théopolis, c'est-à-dire la cité de Dieu. Et c'est le moment où Saint-Augustin vient d'écrire son ouvrage, La cité de Dieu. Et donc j'ai voulu raconter l'histoire de ce personnage extraordinaire. Et pourquoi justement raconter cette histoire? Qu'est-ce qui vous a donné envie? Alors, il se trouve que j'avais un frère, décédé maintenant, mais qui avait fait une sorte de retour à la Terre après 1968, avec ses enfants, etc., et qui était fasciné par Dardanus, parce que c'était pas très loin, c'était dans la Drôme, pas très loin des Alpes de Haute-Provence. Et donc j'avais mis ça dans ma tête, dans ma mémoire, et ce personnage m'a toujours fasciné, parce que l'idée de créer une ville nouvelle, ou un village nouveau, dont il ne reste rien aujourd'hui, sauf cette immense pierre gravée, qui est authentique, classée monument historique, etc., m'a toujours fasciné. Et donc, j'avais eu des cours quand j'étais étudiant, il y a très longtemps, sur le Bas-Empire, Dioclétien, etc., Théodose. Et donc, cette période m'a toujours intéressé, parce que malheureusement, elle ressemble un peu à la nôtre, avec les invasions barbares, la déliquescence des institutions romaines, la veulerie des derniers empereurs, etc. Donc, j'ai voulu montrer que dans ce chaos institutionnel, eh bien, il pouvait y avoir des âmes fortes qui émergent. Et Dardanus, je le présente dans ce roman comme une âme forte. Oui, c'est quelqu'un... Bon, la Gaule, on connaît Astérix, mais il n'y a pas que ça. Souvent, on limite la Gaule à Astérix. Là, on est beaucoup plus loin, et Dardanus a beaucoup compté. On est en 338 avant voilà, c'est ça. On est beaucoup plus tard qu'Astérix, qui est à l'époque de César, ou Alix, pour ceux qui sont férus de bandes dessinées antiques. Donc là, on est au Bas-Empire, juste avant la chute définitive de l'Empire romain. Et Dardanus donc, a un parcours de hauts fonctionnaires. Donc je le fais naître en Croatie, dans la ville de Split, qui était l'ancien palais de Dioclétien, et je lui fais parcourir tout l'ouest de l'Empire au cours de sa carrière. Et donc je décris les paysages, les institutions, les personnages, la gastronomie, les vins de l'époque et toutes les rencontres de Dardanus. Et en même temps, c'est une sorte d'hymne à l'amour, j'allais presque dire aux amours, puisqu'il y a 3 phases dans l'histoire de Dardanus. C'est la phase amour physique, c'est Eros. La phase amour humain et d'une femme dont il tombe éperdument amoureux, c'est Philée. Et puis l'amour de Dieu, donc Agapé, qui est le couronnement de sa vie. Mais il n'abandonne jamais les 2 premières phases de l'amour, les 2 premières parties. Alors, c'est un monde qu'on n'imagine pas aujourd'hui. C'est encore un monde où la débauche est partout, où on vit très bien, on mange très bien. Mais c'est un monde... Quand on est bien né. Quand on est bien né. C'est un monde qui change, parce qu'il y a les esclaves de l'autre côté. Ah oui. C'est un monde qui change, qui est en train de changer, un peu comme le nôtre, finalement, Jean-Robert. Oui, il y a beaucoup de points communs. Alors, la mode d'un certain nombre d'historiens aujourd'hui, c'est de dire mais non, mais pas du tout, l'Empire romain était pourri, donc heureusement les barbares sont arrivés avec une autre civilisation, c'était très bien. Comme un certain nombre d'historiens disent que la défaite de Vercingétorix et la victoire de Jules César a été une catastrophe, c'était bien mieux au temps des Gaulois. Moi je ne le crois pas, je pense que Rome est une très grande civilisation, avec des défauts bien sûr, il n'y a aucune civilisation parfaite, mais une très grande civilisation, et que la fin de l'Empire est accablante, parce que les barbares sont le plus souvent des destructeurs qui n'ont rien à mettre à la place. Donc c'est détruire sans construire. Et alors, vous évoquez aussi le mariage à l'époque. Le mariage entre un homme et une femme, Jean-Robert Pitt, est indissoluble.
Alors ça, c'est le mariage chrétien. Oui. Le mariage romain, lui, est facilement... il suffit que l'homme décide de partir et il s'en va. C'est tout. Le divorce est extrêmement facile et, comme toujours, il se fait au détriment des femmes. Même si la femme est bien née et riche, le divorce est souvent un drame pour la femme et pour les enfants, plus que pour l'homme, et surtout s'il a du bien. Donc le mariage chrétien, ce qui est aujourd'hui présenté comme un archaïsme, le mariage chrétien a été une institution de protection de la femme et des enfants. Et l'indissolubilité, qui est fondée sur l'Ancien Testament, sur la Bible et sur les évangiles, est sur le plan social, je le dis sans hésiter, même si ça va paraître comme extrêmement bizarre comme propos, est une immense institution de protection de la femme et des enfants. Ah, et aujourd'hui, à l'époque où on cherche la parité, où les femmes veulent prendre le pouvoir parfois, bah, c'est un exemple important. Vous le voyez bien autour de vous. Vous voyez que combien de femmes divorcées et parfois qui ont elles-mêmes demandé le divorce s'en sortent mal dans la deuxième partie de leur vie. Vous savez, quitterait une femme de 50 pour deux de 25, Oui. ce qui est assez fréquent. Ça fait pas, enfin, la femme de 50 s'en sort pas toujours très bien. Bon, mon amie Sylvie Brunel, que vous connaissez sans doute, avait écrit un livre après son divorce fracassant il y a quelques années, très accablant pour ces divorces de convenance, de facilité. Alors, vous évoquez bien sûr votre passion de la table, et à cette époque, les magasins sont pleins de blé, d'huile, de vin, et vous racontez l'histoire à travers les plats des repas avec des denrées qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Il y a les quenelles marinées, les tourterelles rôties aux épices de l'hydromel. C'était des plats on mangeait à satiété. De l'ours, Oui. dans les banquets. Vous savez, ça reste encore aujourd'hui. Vous allez au Proche-Orient, vous allez en Turquie, vous allez au Liban, vous allez en Géorgie, pays pauvre, on remplit la table de mets. Donc, avoir une table très bien garnie, ça ne veut pas dire qu'on mange tout ce qu'il y a sur la table, mais c'est un signe d'accueil, de générosité pour ses hôtes. Donc, en tout cas, à l'époque romaine, effectivement, quand on était préfet du prétoire des Gaules avec d'immenses moyens, une ribambelle d'esclaves et de serviteurs, on mangeait très 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 bien. Alors mon Dardanus, mais peut-être là je me projette un petit peu sur lui, est en plus un grand gourmet et un grand amateur de vin. Donc par exemple, il partage le vin de ce qui va devenir le château Ozone, parce que il rencontre Ozone qui est préfet du prétoire des Gaules, mais à Trèves, et Ozone lui fait boire son vin qui est aujourd'hui l'un des meilleurs Saint-Émilion. Je pense que Alain Marty, qui nous rejoint chaque week-end, sera d'accord avec vous, avec ce raisonnement. Mais il y a aussi des plats qu'on n'imagine pas aujourd'hui et des plats courants. Par exemple, vous évoquez des escargots mijotant dans leur coquille et le beurre parfumé à l'ail. Ça existait déjà. Alors ça existait parce qu'on trouve dans les fouilles archéologiques des coquilles d'escargots, donc on les mangeait comme ça. J'avoue que j'ai projeté sur le parcours de Dardanus à travers la Gaule et tout l'Empire romain d'Occident un certain nombre de plats contemporains. Je lui fais manger de la pochousse bourguignonne, du jambon persillé, des quenelles de brochet à la sauce aux queues d'écrevisse, qui pouvaient exister, mais dont j'ai pas de traces dans Apicius. En revanche, il y a des recettes dans le livre qui sont des recettes tirées des ouvrages de cuisine de l'époque romaine, bien entendu. Oui, parce que Apicius, qui a inventé des recettes dans un livre, n'a jamais tenu une poêle, et c'est Non. quelqu'un qu'on a totalement oublié. Il y a des restaurants qui s'appellent Apicius, le grand public ne sait plus qui c'est. Je sais plus qui c'est, mais Apicius, c'est un ensemble de personnages qui ont vécu au début de l'Empire romain, et le livre n'a été publié et diffusé qu'à la fin, au moment de Dardanus. Oui. À l'époque de Dardanus. Mais il se trouve que Apicius, lui, a dépensé beaucoup d'argent dans les repas. Ça, c'est Lucullus qui s'est ruiné même. Hein. Oui, il s'est ruiné, et je crois que le général Lucullus a vraiment tout dépensé dans ce qu'il mangeait. Et à la fin de sa vie, comme il n'a plus d'argent pour se payer tous les plats les plus luxueux qu'il souhaite, il se suicide. Voilà. Et il y a aujourd'hui des plats qui portent le nom de Lucullus. Les macaronis Lucullus, c'est avec des truffes et du foie gras. Et il a aussi inventé l'omelette au miel, qui est un gâteau. Oui, il y a beaucoup de plats qu'on attribue à Lucullus, qui était un général romain, lui, hein, Voilà. et qui n'a jamais tenu la queue d'une poêle. Voilà. Parce que curieusement, il y a des noms comme ça qui reviennent dans l'opinion. On ne sait plus qui c'est. Oui. Apicius, c'était le nom a été réhabilité par Alain Saint-Drin, qui avait créé un canard Apicius, recette inspirée du livre de l'Antiquité, avec effectivement du miel et des épices. Voilà. Mais ces livres de l'Antiquité, si on préparait les recettes aujourd'hui et qu'on les adaptait, ce serait possible?
Au goût d'aujourd'hui, tout ne serait pas bon. On mélangeait volontiers le sucré et le salé, mais c'est en train de redevenir à la mode. Beaucoup d'épices, souvent trop d'épices, et surtout, alors dans la cuisine de luxe, du garum. Le garum, c'est l'équivalent romain de ce qui est le nuoc nam au Vietnam, c'est-à-dire une sauce au poisson fermenté qui est quand même très 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 forte. C'est délicieux, mais c'est très fort. Voilà. Et puis bien sûr, le vin est présent, comme vous le dites, dans ce livre. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a chanté le vin, c'était Jodassin. Car le bon vin de Saint-Émilion, ça vous donne un cœur de lion, à condition d'en mettre dans les biberons. C'était Vous ne pourrez pas démentir, Jean-Robert Pitt, que Jodassin a chanté Billy le Bordelais. Et vous présidez l'Académie des vins de Bordeaux. Alors, non, j'ai présidé l'Académie du vin de France. Je suis membre de l'Académie des vins de Bordeaux et j'ai présidé l'Académie du vin de France pendant 6 ans. Je suis toujours membre et j'en suis très, très fier. D'ailleurs, on va reprendre nos activités à la fin de cette triste période de confinement avec joie, ardeur et reprendre nos tournées à travers les vignobles chez nos confrères. Ce sont des tournées où... Alors, moi, je me souviens d'un jour, Daniel Evenou, qui avait fait une tournée comme ça de vin. Elle avait tout avalé, alors que finalement, quand on goûte d'un vin, on n'avale pas forcément. Oui, enfin, quand c'est très bon, il ne faut pas hésiter à avaler. Hein, quand Oui. même. Mais en même temps, c'est une passion, l'Académie des vins de Bordeaux, où ce sont des gens très sérieux pour aider le vin. Non, attendez, sérieux, mais qui ne se prennent pas au sérieux. Voilà. Surtout pas. Surtout pas. Non, les grands vignerons ne se prennent jamais au sérieux. Mais il y a des nuances régionales. Par exemple, il est sûr qu'entre un vigneron bourguignon et un vigneron bordelais, il y a des petites nuances de comportement et d'attitude. Que je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais il y a des traditions qui sont liées à la culture, aux cultures régionales. Alors, le géographe que vous êtes, Jean-Robert Pitt, est également très présent dans ce livre, puisque vous évoquez la création de certaines villes comme Marseille, comme Vienne, comme Lyon, car finalement, ça vient de cette époque-là. Alors, c'est des villes qui existaient déjà auparavant, puisque Marseille a été créée au VIe siècle avant Jésus-Christ par les Grecs de Phocée. Je raconte l'histoire parce que Dardanus, dans son premier voyage à travers l'Empire, fait escale à Marseille et le préfet lui raconte l'histoire de la création de Marseille, qui est une histoire extraordinaire, puisque c'est la fille du roi, alors ce sont des Celtes, hein, les Ségobriges, la fille du roi se marie, et dans la tradition des Ségobriges, la fille du roi choisit son mari le soir du banquet, parmi tous les hommes qui sont présents. Et donc tous les nobles gaulois qui sont là espèrent qu'elle va les choisir, l'un ou l'autre. Et puis, en fait, arrive ce beau grec de Phocée qui conduit son bateau et qui est invité au banquet par le roi. Et la fille du roi des Ségobriges tombe éperdument amoureuse et épouse le beau grec de Phocée. Alors, dans ce livre aussi, Jean-Robert Pitt, vous expliquez que le pouvoir est important, mais surtout qu'il faut se méfier des usurpateurs, dévorés d'ambition, et que finalement, la stabilité des institutions, c'est finalement diriger honnêtement. Oui, j'essaye, mais c'est ma conviction profonde, et je pense que c'était la conviction d'un certain nombre d'écrivains, de philosophes et de gens honnêtes à l'époque de Dardanus, hein, au Bas-Empire. Et il y avait un certain nombre de gens honnêtes, mais malheureusement, il y a eu beaucoup d'usurpateurs, il y a eu aussi des barbares que les empereurs un peu faibles, parce qu'ils étaient puissants, les barbares, ont fait monter en grade, à qui ils ont donné des postes importants et qui les ont trahis. Donc moi je crois à la légitimité du pouvoir. Je ne supporte pas ce sport français qui consiste à être les défenseurs acharnés de la démocratie et à ne jamais la respecter à partir du moment où elle est établie, c'est-à-dire où un président a été élu légitimement. Donc on l'aime ou on l'aime pas, on n'a pas voté pour lui, et alors il est président légitime. Donc voilà, on combat pour le prochain, pour en avoir un autre. Mais on ne peut pas empêcher, défendre la démocratie, donner des leçons de démocratie à la Russie, à la Chine et à la terre entière, et en même temps ne pas la respecter chez nous. Voilà, c'est dire si ce livre Dardanus qui est paru chez Calman Lévy est d'actualité. Je le recommande à celles et ceux qui nous écoutent parce qu'ils inventent l'histoire, une histoire qui est encore contemporaine. Merci Jean-Robert Pitt. Merci à vous de faire autant de choses. Continuez comme ça, ne changez rien. Tant que Dieu me prêtera vie. Espérons longtemps. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.